et qui prennent leur place. Je vais peut-être introduire cette table ronde qui prolonge assez bien ce premier temps philosophique de Laura, premier temps qui nous a permis de comprendre qu'on ne pouvait pas manager en étant chien ou loup, cigale ou fourmi, mais en créant des modèles qui permettent à chacun de trouver sa place, d'endosser différents points de vue, d'évoluer, bref, d'être pleinement humain. Et c'est bien l'enjeu d'un système de soins toujours plus réformé, toujours plus verrouillé, où les transformations de structures se heurtent régulièrement à des gouvernances fermées, où l'on est aussi bien à l'échelle du territoire qu'à l'échelle de son établissement, chien ou loup, cigale ou fourmille. Pour que l'intelligence artificielle, pour que la technologie n'ubérise pas et n'arbitre pas demain l'organisation de soins à la place d'acteurs qui ont des difficultés certaines à s'entendre, il est urgent de repenser, et de repenser dès maintenant, les principes de gouvernance des soins. L'urgence est là, l'opportunité aussi, elle est offerte bien évidemment à la fois par la montée en puissance des GHT et par les mesures gouvernementales prochaines qui devraient offrir de nouveaux cadres d'entente entre acteurs. Alors, comment agir pour profiter, penser autrement cette gouvernance, plus dans des schémas plus simplement dans des schémas de représentation de pouvoir et de logique d'offre, mais comme le reflet, comme l'arbitrage des besoins des territoires, des compétences des professionnels. On va en discuter avec les acteurs présents autour de cette table que je vais vous présenter. Anne-Marie Broca, bonjour. Vous êtes présidente du HCAM, le Haut Comité dédié à l'avenir de l'assurance maladie, mais qui se penche de plus en plus sur aussi l'évolution de l'offre de soins. Et vous avez notamment présenté un rapport récent, assez disruptif, comme on dit aujourd'hui, qui propose de repenser largement l'organisation de l'offre de soins et la place des établissements de soins, en partant véritablement des besoins et des besoins des territoires. Vous nous en parlerez. Philippe de Normandie, bonjour. Vous êtes professeur de médecine chez Chirurgien, ancien président de CME, cofondateur du think tank dont a parlé Jérémy Séché ce matin, et de ce groupe des 26 experts indépendants du monde de la santé qui veulent changer la vie à l'hôpital. Vous nous expliquerez en quoi cela contribue à redéfinir justement ces cadres de gouvernance, et pour les établissements et pour les territoires. Inès Gravé, bonjour. Directrice d'hôpital, vous pilotez au sein de la DGOS un programme innovant pour penser autrement le management hospitalant, et vous êtes surtout l'auteur d'une contribution au sein de ce groupe des 26, on y reviendra beaucoup dans la journée, contribution destinée à penser autrement le management au sein des établissements. Vous nous direz là aussi en quoi ça implique de changer le cadre de gouvernance. Jean-Marie Barbeau, bonjour. Président de l'ADRES, l'association des DRH d'hôpitaux, une association qui va publier dans les prochains jours, il va se passer beaucoup de choses dans les prochains jours, un ouvrage proposant de refonder le dialogue social au sein des établissements, et aussi du coup de simplifier un peu la gouvernance. Vous nous expliquerez comment on peut simplifier justement cette gouvernance autour du dialogue social. Sophie Martinon, bonjour. Vous êtes la directrice de l'ANAP, la bien connue agence qui aide les établissements dans leur processus de transformation, au sein duquel vous essayez là aussi de promouvoir de nouvelles formes d'accompagnement et d'accompagnement de cette transformation. Vous nous expliquerez. Elsa Noguera, bonjour. Vous êtes directrice d'hôpital, vous êtes passée par les cabinets ministères, vous avez fait tout le jeu de loi, si on peut dire, et aujourd'hui vous êtes à l'ARS Normandie. Vous nous direz comment vous travaillez au sein des ERS à repenser le rôle et le fonctionnement justement de ces ARS pour qu'elles soient peut-être moins dans le contrôle, comme on le dit souvent, et plus dans l'accompagnement justement des établissements de santé dans ces nouveaux enjeux de gouvernance. Alors, penser autrement la gouvernance, c'est déjà penser autrement les missions des établissements, la place, le rôle de chacun des acteurs dans l'organisation des soins sur le territoire. Et on sait que cette gouvernance de territoire, elle se fait encore beaucoup sur des équilibres de pouvoir, beaucoup sur des logiques d'offres, qui sont mises à mal par les logiques de parcours de soins, qui sont mises à mal par l'engorgement, par les déserts médicaux. On ne va pas refaire cette histoire qu'on connaît bien. Et à l'heure où les mesures gouvernementales devraient préciser un peu cette organisation des soins, on va voir comment on peut repenser cette offre en se basant enfin vraiment sur la réalité des besoins des territoires, et en quoi les GHT peuvent être un bon moyen pour ça. Et on va commencer avec vous, Anne-Marie Broca, parce que, je le disais, c'est le sens de ce riche et de ce passionnant rapport du HCAM, rendu public il y a quelques mois, un rapport qui part du constat que le système de soins est verrouillé depuis les années 70, que rien ne bouge vraiment, que le système il est piloté par une logique d'offre, enfermé dans une course à la concentration, à la spécialisation, qui ne reflète plus, qui ne répond plus aux enjeux du territoire. Et de ce constat un peu dur que vous avez, mais réaliste, que vous avez formulé en 2016, vous l'avez étayé en 2017 par un deuxième rapport où vous avez détaillé le scénario qui vous paraît, vous, aujourd'hui, le scénario le plus nécessaire, le scénario de rupture. Vous proposez une nouvelle philosophie et des nouvelles modalités de gouvernance territoriale.
L'idée, c'est pour vous, on va le voir, de proposer de nouveaux cadres de gouvernance, on va les détailler, de proposer aussi une nouvelle place pour les établissements hospitaliers, mais c'est avant tout, je dirais même, de réinterroger les valeurs du soin et de l'organisation des soins et d'inverser le paradigme. Alors, on a tous tendance à parler de paradigme aujourd'hui, puis c'est un mot qui donne l'impression d'être un peu intelligent, mais c'est la vérité, d'inverser le paradigme justement de cette gouvernance en partant véritablement des besoins. En quoi était-il important, essentiel dans ce scénario, dans la manière de repenser cette gouvernance, d'abord de penser à la revisitation des valeurs et à l'inversion d'un paradigme de ce que sont les missions de soins? Je voudrais revenir sur le constat, enfin, où vous indiquez être sévère de la part du HCAM. Enfin, d'abord, je pense qu'il faut redire ce qui a été dit dans nos travaux à diverses reprises, que nous sommes dans une situation paradoxale. En réalité, nous avons vécu au cours des, enfin, si on se place dans la moyenne période, enfin, des dernières années, une véritable révolution dans nos organisations qui œuvrent dans le système de santé, particulièrement dans les établissements, une révolution technologique, une révolution scientifique, enfin une révolution des organisations même, je pense, à laquelle il faut rendre justice, qui est assez peu d'ailleurs connue, enfin, et présentée dans le débat public. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur notre constat. Nous ne disons pas que rien ne change, bien au contraire. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que ces changements ont produit des succès extraordinaires, des réussites enfin, tout à fait spectaculaires qui se traduisent en gains d'années de vie, qui se traduisent en gains dans la qualité de vie. Malheureusement, je suis assez ancienne pour me souvenir de l'époque où on n'était pas capable d'établir de lien entre l'activité du système de soins et les résultats en termes d'état de santé. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et donc, je pense que cette donne, elle est tout à fait importante, avec des succès d'ailleurs du système qui se traduisent à tous les âges de la vie, avec notamment, ce qui est aussi un élément de cette révolution, la capacité de prendre en charge des problématiques de santé à des âges très élevés dans l'ensemble du système et notamment dans les établissements. Alors, ce que nous avons voulu dire dans le dernier travail, la dernière contribution du HCAM, c'est qu'il y a un paradoxe entre ces succès, ces évolutions, je dirais, qu'on observe, et un sentiment de crise qui a été exprimé de manière assez unanime par les membres du Haut Conseil. Crise triple, crise du modèle biomédical qui est issu des réformes des années 70 et qui peine à se transformer, non pas dans chacun des segments du système, mais dans sa structuration globale. Et donc c'est une crise de système, c'est-à-dire que ce que nous constatons, c'est que les difficultés, l'insuffisante structuration des soins ambulatoires alimentent et crée des difficultés pour les services spécialisés qui se trouvent embolisés, qui se trouvent positionnés à tous les niveaux de recours, qui du coup peuvent plus fonctionner de manière satisfaisante, et symétriquement les difficultés de communication des établissements avec leur environnement alimentent également les difficultés. Donc, ce qui conduit le Haut Conseil à proposer une transformation de système, considérant qu'on ne peut pas régler les problèmes de l'hôpital si on n'a pas réglé les problèmes des acteurs de la proximité. On ne peut pas régler les problèmes de santé si on ne s'est pas préoccupé du médico-social et si on n'a pas mis fin au Yalta institué dans les années 70 entre prévention, soins et médico-social. Une crise territoriale, alors qui est nouvelle, enfin, qui émerge de manière très forte, voire violente dans le débat public, parce que des dynamiques territoriales sont à l'œuvre qui se heurtent en fait je dirais, au fonctionnement très hiérarchique, très vertical de notre système, qui empêche des adaptations locales qui seraient nécessaires, adaptations qui sont aussi empêchées par la tendance constante à la polarisation du système, à sa concentration, avec une montée en fait d'inégalités territoriales qui
entre en résonance avec des inégalités sociales insupportables. Et donc, nous pensons également, donc non seulement il faut une réforme de système, mais une réforme qui redonne des capacités d'action à des niveaux locaux et territoriaux. Enfin, une crise de sens, vous avez commencé par là, et pour nous, ce n'est pas une clause de style que de parler de valeurs. Enfin, je ne vais pas revenir à ce que chacun sait, donc la crise de sens pour les patients, pour les professionnels, avec sans doute finalement le sentiment des uns et des autres qu'on perd de vue ou qu'on a du mal à prendre en compte un service à rendre à la population qui revêt diverses dimensions. Et donc j'en viens donc à ce point sur lequel vous m'interrogez. Donc il nous a semblé que si on veut refonder une nouvelle approche, il faut non pas partir de l'offre, comme on le fait souvent pour des raisons, je dirais, institutionnelles, mais partir de la question de savoir quels sont les services qui sont attendus par la population et quels sont ce que je distingue des besoins, une question plus abstraite, en tout cas les services qui sont attendus par la population et des services qui sont à rendre. Et le Haut Conseil distingue des services qui sont à rendre en proximité pour tout le monde, en tout point du territoire, qui répondent à ce qu'à l'OMS on appellerait la santé globale dans toutes ses dimensions, donc prévention, soins, médico-social, donc qui suppose, pour qu'il soit répondu, une intégration, ou plus qu'une coordination, enfin allant même au-delà d'une coordination d'acteurs au niveau de bassin de vie de la population. Et on sait, les exemples étrangers nous montrent que lorsqu'on réussit cette structuration d'acteurs de proximité pour répondre à des logiques, je vais prendre ce mot facile, la santé globale, eh bien, on réussit dans la réduction des inégalités, ce que en France, nous avons beaucoup de mal à faire dans notre système. Donc ces services à rendre en proximité qui sont à distinguer de services plus spécialisés pour lesquels d'autres logiques doivent s'imposer, souvent des logiques d'ailleurs de concentration de moyens ou en tout cas de spécialisation de moyens pour des raisons soit de technique, soit de coût, de manière à ce que l'excellence puisse toujours être maintenue et pour lesquels, là aussi, des questions d'accessibilité et, voilà, et d'approche territoriale doivent être présentes, mais dans des termes différents. Pour terminer sur cette question des services à rendre, nous avons essayé d'imager, c'est vraiment d'imager ce que pourrait être l'expression de ces services à rendre dans les territoires. Par exemple, assurer que partout, toute personne ait accès à, au-delà d'un médecin traitant, une équipe soignante permettant d'être pour elle le référent, le point d'entrée dans le système. Si l'on est malade chronique, avoir accès à l'expertise spécialisée nécessaire et à de l'éducation thérapeutique nécessaire. Pouvoir rester à domicile, éventuellement, si on le souhaite, finir sa vie chez soi. Donc notre idée, c'est que la définition de ces services relève de la responsabilité probablement des agences régionales de santé. Ensuite, et on va peut-être y revenir, ce qui nous semble nécessaire d'organiser, c'est une responsabilité assumée collectivement par un ensemble d'offreurs de soins et de services sociaux dans des territoires, s'engageant à assurer ces services de façon effective et concrète. Oui, ce que je disais justement, c'est qu'il y a la vertu de votre rapport, c'est de poser ces constats-là et c'est de proposer à partir de ça des cadres de gouvernance un peu nouveaux. On ne va pas trop les détailler, on n'a pas forcément le temps, mais il y a deux grands axes forts. Il y a les établissements de santé communautaire qui feront cette médecine de proximité avec la coordination de l'ambulatoire, la médecine de premier recours, les soins de suite, bien évidemment, notamment des consultations avancées peut-être aussi, donc qui seront un peu ces établissements de proximité qu'on appelle beaucoup des vœux aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, ce que vous appelez justement alors je prends mes notes, hein, les CPTS, les communautés professionnelles de... C'est la loi qui les appelle. Voilà. Oui, les communautés professionnelles sur le territoire, dans lesquelles à qui vous voulez donner un rôle très important pour définir justement les besoins et la manière de coordonner l'action autour des besoins des territoires.
Ce qui est intéressant, c'est, au-delà de ces axes-là, c'est de voir la place que vous voulez donner à l'hôpital dans cette nouvelle organisation-là. Et à l'heure du GHT, finalement, vous allez créer, justement, renforcer ces CPTS pour leur donner un poids fort, justement, dans l'organisation, finalement, des soins, mais sans l'hôpital, entre guillemets. L'hôpital n'est plus le leader, finalement, de cette organisation territoriale. Je ne dirais pas les choses comme ça. Je voudrais revenir d'ailleurs sur la place de l'hôpital dans l'action publique. Je vais être très rapide. Une attente partagée par l'ensemble du Haut Conseil, c'est l'attente vis-à-vis des pouvoirs publics que soit fixé un cap. Et un cap clair, sans ambiguïté. Alors, il y a toujours des ambiguïtés, mais en tout cas, nous pensons que le slogan du virage ambulatoire n'est pas suffisant pour fixer un cap à l'ensemble des acteurs du système de santé. Donc, il nous semble que la fixation de ce cap qui permettrait d'identifier à un horizon de 10-15 ans quelles sont les grandes caractéristiques du système que nous voulons voir émerger. Il appartient au pouvoir public, évidemment en concertation avec les acteurs, de le fixer. Il appartient également au pouvoir public de fixer des cadres juridiques nouveaux et financiers nouveaux permettant l'émergence hors des expérimentations, donc de manière pérenne et routinière, de nouvelles organisations nécessaires. En revanche, nous souhaitons que le pilotage de la transformation soit très largement déconcentré au niveau régional, voire au niveau territorial, en associant l'ensemble des acteurs et notamment les collectivités territoriales qui nous semblent devoir être impliquées dans cette transformation. Enfin, il nous semble qu'il faut laisser beaucoup plus qu'aujourd'hui une autonomie réelle aux acteurs de terrain, aux établissements, à des communautés professionnelles, à des équipes, pour être les acteurs de ce changement. Ce qui signifie pour l'hôpital probablement une évolution par rapport à la conception historique qui a fait de l'hôpital public le bras armé de la politique de santé publique, qui en fait le responsable de toutes les dimensions de l'action. C'est-à-dire quand on n'a pas de prévention sur un territoire et qu'on ne sait pas l'organiser, finalement, on va se tourner vers l'hôpital public. Quand on ne sait pas prendre en charge des populations démunies, sans solution sociale, on va se tourner vers l'hôpital public. Alors c'est la grandeur de l'institution hospitalière, d'ailleurs, qui est revendiquée par beaucoup des membres du HCAM. Il nous semble que demain, dans les transformations que nous devons opérer, il faut considérer que des acteurs, notamment ambulatoires, doivent être aussi les vecteurs des politiques publiques et des objectifs, je dirais, collectifs que nous allons retenir ou que nous devons définir collectivement. Il leur faut, et je pense que ça a été la grande nouveauté de ce travail et de cette contribution du HCAM, il nous semble qu'il leur faut accepter d'assumer un certain nombre de responsabilités, notamment sociales, dans les territoires, des responsabilités de santé publique dans les territoires. Et comme je le disais, la nouveauté, c'est que les organisations représentatives des acteurs de l'ambulatoire présentes autour de la table du HCAM, mais je pense que ça, c'est un fait extrêmement important dans notre secteur, ont manifesté la volonté de s'engager en ce sens. Je pense que ça change véritablement la donne, dès lors que cette volonté pourra se traduire dans les actes. Alors, pour revenir à la place de l'hôpital dans le schéma que nous envisageons, non, dans la proximité, il y a bien nécessité d'une offre hospitalière. Et je pense que ça, c'est la nouveauté aussi de cette contribution. Nous avons considéré que pour répondre aux besoins que j'évoquais de la proximité, il faut organiser les acteurs de la proximité au-delà des seuls soins primaires, puisque généralement, on mettait en avant l'organisation des soins primaires, qui certes est nécessaire, mais si on raisonne en termes de services à rendre, si par exemple on se demande de quoi ai-je besoin si je veux assurer le maintien à domicile et une prise en charge convenable de personnes âgées, polypathologiques, voire en perte d'autonomie, eh bien j'ai besoin certes d'une offre de soins primaires organisée,
alors qu'elle ne l'est pas, et nous avons affirmé clairement que l'exercice isolé n'était désormais plus d'actualité. Nous considérons qu'on a besoin de soins spécialisés qui puissent être mobilisés également à ce niveau de proximité, qu'on a besoin de médico-social, que ce soit du médico-social à domicile ou en EHPAD. Et donc la proposition est d'utiliser les communautés professionnelles territoriales de santé créées par la loi de 2016 pour être le cadre d'organisation de cette offre multiple permettant d'apporter une réponse complète, c'est-à-dire, enfin, si j'étais dans un autre univers, j'ai un bouquet de services qui va permettre de répondre à toutes les dimensions des problématiques de prise en charge des personnes âgées. Mais si je poursuis mon raisonnement, et quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on sait très bien que si on veut empêcher que des personnes âgées se retrouvent dans des centres, des services spécialisés, des hôpitaux départementaux où elles n'ont en réalité rien à faire dans un certain nombre de cas, on a besoin aussi de pouvoir mobiliser en proximité des services d'exploration fonctionnelle de proximité, des lits de médecine polyvalente ou de SSR qui puissent être à disposition, soit pour éviter une hospitalisation en service spécialisé qui n'est pas nécessaire, soit pour organiser une sortie d'hospitalisation et ensuite la réintégration du domicile ou de l'EHPAD. Et donc ce qui a conduit à proposer que dans ce service de proximité, finalement, il y ait deux piliers. Les communautés, les professionnels territoriales de santé organisant un ensemble d'acteurs ambulatoires, libéraux, centres de santé, de prévention et de médico-social, et de l'autre côté, une offre hospitalière qu'on a appelée communautaire pour manifester qu'il s'agissait bien de l'offre de proximité. En réalité, ce que nous proposons, c'est une extension de la notion d'hôpital de proximité par la réorientation d'offres qui existent déjà dans les territoires. Il ne s'agit pas de créer des offres nouvelles. Et néanmoins, avec par ailleurs une articulation forte avec les CPTS et les acteurs des CPTS de l'ambulatoire, qui d'ailleurs existe, enfin c'est un modèle qui a historiquement fonctionné, qui fonctionne dans certains endroits. C'est vraiment l'idée d'une gouvernance qui part du principe de la notion de service à rendre et qui s'ouvre véritablement de manière plus équilibrée à l'ensemble des acteurs du territoire. Y compris hospitaliers. Et donc là, le dernier point, je pense important à dire, c'est que nous raisonnons à partir des bassins de vie. C'est-à-dire que le raisonnement pour nous doit partir des bassins de vie, c'est-à-dire des lieux où vit la population, où s'expriment les besoins, et que c'est à partir des besoins analysés dans ces bassins de vie que l'on doit définir les offres et les services à déployer. Ouais, il y a vraiment une... Et ceux qui ne l'ont pas lu, je recommande la lecture du rapport, parce qu'il est très précis sur la manière de construire les différentes strates et de les articuler. Et ce qui est intéressant, c'est que penser cette gouvernance autrement, on a cette opportunité de ces rapports, de ces pensées qui viennent aujourd'hui titiller, interroger un peu le système tel qu'il existe de gouvernance, via le HCAM, et puis Philippe de Normandie, via le groupe des 26. Alors je me disais, comment je vais les appeler, ces 26, des brigands? C'est peut-être Ocean 11, hein, c'est la bande de ceux qui vont un peu déverrouiller le système. C'est passionnant parce que c'est 26 experts du monde de la santé. Il y a dedans des infirmiers, il y a dedans des représentants des usagers, il y a des directeurs d'établissement, il y a des médecins, des PUPH. Et puis vous êtes réunis autour de la table et vous avez dit pensons libre, pensons sans barrière, pensons sans frein et pensons concret, trouvons des solutions. Et ne faisons pas encore des lits de réforme à venir. Et c'est riche de dizaines et de dizaines de propositions qui sont bizarrement et concrètes et de rupture. Généralement, on a l'un ou on a l'autre, mais là, on arrive vraiment à avoir une cheville des deux. Et on trouvera vraiment, émaillant tout au long de nos journées, pas mal de contributions parce que c'est vraiment un matériel très riche. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la base de tout ça, il y a des propositions sur plein de sujets, mais il y a surtout l'idée de base de dire il faut penser autrement. Je reviens à mon idée de paradigme. Il faut réinvestir les missions de soins, il faut repenser les valeurs, sinon on sera toujours sur la même pente descendante de la réformette. En quoi c'est l'enjeu essentiel et le cœur de la démarche qui a été la vôtre, de dire si on ne redonne pas du sens aux missions de soins, on ne fera que faire de la poésie en plus de la poésie existante. D'abord, ce qui a été intéressant dans ce travail,
qu'on a coordonné avec Jérémy, c'est que finalement, le constat est assez unanime de la part de tout le monde. Globalement, on fait des choses bien, mais en même temps, on a un système de santé, vous en avez parlé, qui dysfonctionne. Et on ne peut pas dire que les professionnels de santé, du directeur à l'aide-soignant, globalement, vont bien. Il y a plein encore de récentes études, je ne parle pas des suicides, je parle uniquement de tous les indicateurs qu'on peut avoir sur... Voilà, on n'est pas les plus heureux des hommes, même si on fait un métier pour lequel on s'est engagé et on sait que les gens qui vont en santé sont plutôt des gens dans l'empathie. Quand je dis santé, c'est sanitaire, médico-social, bien évidemment. Donc, ce qui a été intéressant, le premier constat avec Jérémy, ce qui nous a scotché, c'est la facilité de se mettre d'accord sur le fait qu'il fallait à un moment donné, de se dire il faut penser différemment. Franchement, dans les propositions, je vous assure que certaines propositions, on aurait proposé ça à des directeurs, ils auraient hurlé il y a 2 ans, on aurait proposé ça aux docteurs, ils auraient hurlé il y a 2 ans. Je trouve qu'on est dans une situation, on a une vraie opportunité, parce que finalement on a un constat partagé, que finalement on a un système qui est quand même un système globalement performant, mais on sent bien les professionnels comme les patients. Je vous renvoie au dernier sondage qu'on a fait au Doxa, MNH et un certain nombre, on a une tendance quand même indiscutable de la part des patients qui sont en défiance sur notre système. Vis-à-vis de l'hôpital, je vous rappelle qu'on est le pays européen où les patients ont le plus recours aux médecines alternatives et complémentaires. Ça, c'est des signaux faibles. Il ne faut pas dire on n'en tient pas compte. Des patients et des professionnels de soins aussi. Et hein. Des professionnels, mais bien sûr. Donc, il y a quand même une logique en même temps de défiance. Donc, on est dans des espèces de paradoxes d'un système qui est performant, reconnu au niveau mondial, et en même temps, à la fois en interne, les professionnels et les patients, on est là en train de se dire il y a des choses qui déconnent, il faut qu'on pense différemment. Et donc, le premier constat qu'on a eu, c'est cette facilité de pouvoir imaginer les choses différemment. Alors, en sachant que les grandes idées qui nous ont frappés, vous avez le rapport dans la sacoche, je l'ai vu, et ça rejoint en partie ce que vous disiez, de points assez communs, mais ce qui prouve que voilà, on chasse tous en meute en même temps. Là, en ce moment, on est en train de se dire, les idées, on les a et on les partage. C'est de dire qu'on a une logique d'abord de service et de passion, et il faut qu'on remette le système dans le bon sens. Le premier système dans le bon sens, c'est pas réfléchir exclusivement sur l'offre, c'est réfléchir sur les services. Et on a des patients, et ça a été un constat, mais il faut insister, les malades ne sont plus les mêmes. C'est ça en plus qui nous déroute complètement. On a pu un sachant, un patient qui ne connaît rien, qu'on lui dit c'est comme ça, on a 2 sachants. Alors, ce n'est pas le même niveau de savoir. Mais enfin, quand je fais que de la chirurgie des grands handicapés, je vous assure que je n'ai pas un patient qui ne vient pas sans qu'avoir regardé Internet ou son environnement. Donc, on voit bien que ce bouleversement qui modifie complètement nos rapports de force, on s'est dit il faut en prendre compte. Donc, premier sujet clé, et c'est pour ça qu'on l'a mis en numéro 1 dans nos propositions, c'est d'abord le service, c'est d'abord le patient. Et donc, repenser sa place réelle. Arrêtons d'avoir le patient alibi dans nos commissions Tartampion, dont on voit bien la limite. On doit repenser réellement leur place de la petite unité au système de gouvernance territoriale. Et en plus, c'est le seul, entre guillemets, contre-pouvoir intelligent. Quand je dis contre-pouvoir, c'est à un moment donné capable de s'opposer à des corporatismes que l'on peut avoir et qui continueront à exister. On est quand même beaucoup plus intelligent quand les patients expriment leurs besoins. Regardez les enquêtes, quand vous sortez de point, c'est fou comme c'est efficace dans les services. Tout d'un coup, les gens se bottent le derrière en disant « Putain, t'as vu, on a perdu les places, comment on fait ?» Donc, ce sujet patient et ce sujet service a été clé pour nous. Et ça rejoint un élément qui nous a paru essentiel. C'était redonner du sens, on en a parlé. Mais le sens, c'est le service et le soin. C'est ça qui nous fait vibrer. Et notre deuxième constat, c'est de se dire « Mais il faut qu'on remarche sur 2 pieds. » Logique financière, budgétaire, qu'on soit dans le privé, dans le public. J'ai été directeur général adjoint de Corian. Je vous assure, je ne parlais pas plus d'argent, voire de temps en temps moins, que je peux maintenant en parler à l'hôpital, mais on en parlait de façon plus claire. Il y a un moment donné où il faut qu'on remarche sur nos 2 pieds. Et nos 2 pieds, c'est bien le service, le soin, et puis l'environnement économique au sens large du terme. Et ça, c'est un point qui est paru également très important, et donc ça nous a amené à repenser un certain nombre d'éléments, et je ne rentre pas dans les détails. Et dans les éléments qui apparus essentiels, et ça rejoint, c'est que si on veut réfléchir du service, marcher sur nos 2 pieds, le territoire est clé. Le territoire, la confiance et la responsabilité. C'est là où on est dans une logique de rupture. C'est qu'on dit arrêtons de partir d'en haut pour nous dire ce qu'il faut faire. Faisons confiance aux gens. On est intelligent sur le terrain. Les régions, les départements, les gens ont une vraie puissance. La vertu de la synergie des bonnes intentions et énergies, c'est qu'on part toujours du même constat, mais que comme on réfléchit, on n'arrive pas toujours au même résultat. Et là, sur le territoire, vous parlez un peu du même constat tous les deux, et c'est assez intéressant, mais vous
n'arrivez pas exactement au même constat, puisque Madame dit qu'il y a un enjeu important d'organisation territoriale qui va se faire autour de ces communautés professionnelles. Et puis vous dites qu'il va falloir aller vers des GST, des groupements de santé de territoire, qui sont un petit peu, de ce qu'on peut comprendre, des extensions des GHT avec la fameuse personnalité morale qu'ils n'ont pas. Donc on se dit, vous réinventez un peu la gouvernance, mais pour y remettre l'hôpital dedans. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça qu'on a appelé ça des groupements de santé, de territoire de santé. D'abord, ça peut dire qu'on y met un gros poids qui est le médico-social. Voilà. Demain, quand même, ce qui structure les hôpitaux, on aura des plateaux techniques. Enfin, le médico-social, il est quand même clé dans notre système. C'est le médico-social qui, demain, sera l'amont de l'hôpital, celui qui fournira les patients. Enfin, il faut remettre le système encore dans le droit chemin. Et ensuite, on a appelé ça, on n'a pas justement voulu faire quelque chose entre les CPTS et les GHT. On a mis un groupement de territoires de santé. Ça veut dire que l'ensemble des acteurs, ce n'est pas une extension du GHT, c'est pas dire les GHT, ça va être supprimé. Les GHT, c'est l'organisation hospitalière, entre guillemets. Elle est complémentaire de l'organisation libérale, qu'elle soit sanitaire, médico-sociale. Et donc, on dit il faut que nos groupements de territoires de santé réunissent l'ensemble des acteurs, dont bien évidemment les patients, pour qu'on se pose des bonnes questions, mais dont également les élus. On a été loin, on a dit un élu doit être encore président d'un conseil d'administration, où c'est peut-être plus important qu'un élu, il soit là pour défendre, pas défendre sa structure, mais qu'il soit là pour défendre les services dont ont besoin la population pour laquelle il a été élu. Et donc, il faut peut-être repenser le système de gouvernance dans ces territoires de santé, et c'est pour ça qu'on a même été, ces territoires de santé, demain, ils peuvent avoir une vraie logique de gestion, entre guillemets, d'une enveloppe financière, tout ça en lien intelligemment avec l'ARS, voire même que le groupement de territoires de santé puisse avoir des autorisations. Et en fonction de ça, les territoires sont différents. C'est incroyable comme nos territoires sont différents, on sait tous. Donc il ne faut surtout pas qu'on ait des modèles qui soient des modèles qu'on veut calquer, il faut qu'on ait un système qui permette de s'adapter à la situation locale. On repense la gouvernance en cassant les logiques de pouvoir et les logiques de représentation pour essayer de les faire repartir sur la réalité des besoins. Et quand on entend les besoins, on entend les compétences et donc la réalité des compétences. Et l'autre vertu importante du rapport, c'est de dire on ne va pas refaire la gouvernance sur le territoire si on ne la refait pas à l'intérieur des établissements aussi, où on a les mêmes problématiques de je suis chien ou je suis loup, je suis cigale ou je suis fourmi, de logique de représentation et de pouvoir. Et vous travaillez aussi beaucoup dans le rapport on ne va pas les détailler, mais évidemment, vous les avez et infusés, je dirais, à essayer de repenser la gouvernance à l'intérieur des établissements. Et vous le dites, on veut une gouvernance de compétences. On ne veut plus une gouvernance de représentation, on ne veut plus une gouvernance de logique de pouvoir. En quoi il est essentiel de penser cette gouvernance à la fois au niveau territorial et au niveau des établissements, et comment est-ce qu'on peut, je veux dire, réellement penser à une gouvernance de compétences quand on sait que les modes d'élection, les modes de désignation et de représentation, ils ne sont pas du tout conçus comme ça aujourd'hui dans la gouvernance des établissements. Ben non, mais c'est pour ça qu'il faut faire des ruptures. Enfin, il y a d'autres structures qui ont compris, il n'y a pas que le modèle de l'hôpital public, il y a plein de structures privées ou associatives qui ont compris qu'on gérait d'abord les compétences avant de gérer le pouvoir. Je voudrais quand même faire juste une petite parenthèse, c'est que si on le fait à l'hôpital, la vraie rupture, c'est commencer à le faire au niveau des administrations, au niveau du ministère et de l'ARS. Je viens de rendre un rapport pour le gouvernement sur l'accès à la santé des personnes handicapées et en exclusion. J'ai été effaré de voir le cloisonnement, les logiques de pouvoir et les systèmes de redondance qui peuvent exister. Donc, je pense qu'il faut qu'on se l'applique partout, cette logique. C'est pas, on l'a dit à l'hôpital, mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, madame, c'est que il faut repenser notre système de gouvernance. Pour penser bien, pensons systémique. Comment ? Pour penser bien, pensons systémique. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement dire que c'est que les gens sur le terrain qui doivent se faire leur révolution, il faut que le système fasse sa révolution. Si nous, on essaye sur le terrain de changer des choses alors qu'on ne change rien au-dessus et qu'on garde un même système de gouvernance, on voit bien qu'on va s'épuiser. Bon. Alors, pour revenir sur l'hôpital, quand on dit compétences, mais on le voit bien, le nombre de collègues que je peux avoir qui se sont retrouvés chefs de service alors qu'ils reconnaissent qu'ils sont complètement incompétents, que ça les dépasse, mais qu'il fallait, parce que c'est la logique, etc. On en a tous des exemples. Et donc, il faut qu'on soit dans une logique d'approche de compétences. C'est le sujet. Nous avons à l'hôpital des directions de ressources humaines. Dans la grande majorité, nous n'avons pas des directions de relations humaines avec la dimension. Moi, j'ai la chance d'avoir été dans le privé, dans le public, je travaille beaucoup dans le monde associatif. Je suis scotché de voir, on a besoin de faire une vraie révolution à l'hôpital dans la façon avec laquelle on pense l'homme. Et l'homme n'est pas l'homme dans cette vision ressource, mais dans une vision complètement différente. Regardez, enfin, on est en train de découvrir que
l'important, c'est les hommes et donc l'attractivité. Je fais une petite parenthèse. Mais quand j'étais à la paix, je me suis dit, enfin, j'ai le président de CCM, enfin, je vais me barrer dans le privé, je vais dire, les gens qui jouent pas, qui bossent pas, je vais pouvoir les virer. Non, j'ai découvert que le plus difficile, c'était de garder les bons. Et c'était d'être attractif. Et pour ça, on voit bien qu'il faut que ce soit le docteur, l'infirmière, l'aide-soignant. Et on voit bien que dans cette dimension-là, on est obligé de repenser. Et c'est pour ça qu'on a mis dans le rapport la logique de compétences. Comment on permet à des gens d'exploiter, d'utiliser leurs compétences et qu'on casse la logique de statut. Il y a dans un service, peut-être dans un service universitaire, un PH qui a des super compétences de manager et qui n'est pas forcément le pro de la publication et des points SIGAPS, mais qui serait parfaitement capable d'animer une équipe. Donc repensons nos systèmes. Et c'est pareil, je pense, pour les directions, repensons collectivement cette approche de compétences. Alors, la compétence, et d'ailleurs c'est intéressant, c'est l'approche par la compétence, elle se fait aussi par l'approche de la géographie de l'excellence à repenser, et la moitié des mesures du rapport concernent l'innovation, le numérique, le territoire et la qualité de vie au travail, qui sont un peu les cerises sur le gâteau, généralement, des stratégies. Là, vraiment, vous remettez ça au centre en disant c'est la réalité de ce que vivent les gens, c'est à partir de là qu'il faut repenser aussi qui sont les acteurs de demain des établissements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a presque un trio pour bousculer, déverrouiller un peu cette gouvernance en interne avec le révolutionnaire Philippe de Normandie, et puis à côté de lui, Jean-Marie Barbeau, qui serait un petit peu celui qui, en douceur, en connaissant le système, va le déverrouiller, mais soft power, on va dire, d'une certaine manière. Et vous le faites d'ailleurs avec là aussi un ouvrage qui arrive dans les prochaines semaines, que l'adresse fait pour refonder le dialogue social au sein des établissements. Alors il y a beaucoup de choses, vous clamez ce qui est quelque chose de récurrent, la mise en place d'un jardin social, le toilettage d'un certain nombre de règles juridiques bien évidemment, et aussi évidemment de repenser un certain nombre d'instances pour à la fois les décomplexer, les simplifier, puis les ouvrir aussi. Et vous partez d'un constat qui est assez voisin finalement de celui que fait Philippe de Normandie, que la gouvernance intérieure des hôpitaux, elle a 3 torts. Elle est complexe, elle est cloisonnée et elle est déséquilibrée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Alors, concernant la gouvernance hospitalière, le système qu'on connaît aujourd'hui, en 2018, finalement, c'est le résultat de 3 réformes. On a eu 2005, ce qu'on appelait la nouvelle gouvernance et la mise en place des pôles. On a eu 2009, la loi HPST, et puis on a eu 2016. Et puis, si j'ai bien compris, on va avoir 2018. Donc l'hôpital, en 13 ans, aura connu 4 réformes. Et quand on fait le bilan en termes d'organisation interne, de représentation, on s'aperçoit que pratiquement chaque réforme a ajouté des instances, 6 d'un coup avec la loi de 2016, et qu'on n'a jamais enlevé une instance. Avant de venir, hier soir, j'ai appelé une collègue de CHU, et puis je lui ai dit, écoute, j'interviens demain, il y a combien d'instances dans ton CHU? Et puis on a commencé à faire le compte des comités, des commissions, etc. On s'est arrêté à 40. Il faut dormir après aussi. On s'est arrêté à 40. Le résultat aujourd'hui, c'est que la réalité d'un dirigeant hospitalier, la réalité d'un responsable médical, c'est que l'essentiel du temps, aujourd'hui, à l'hôpital public, il est consacré à la réunionnite, et que c'est un fléau. Moi, je considère que la réunionnite est un fléau. Ce n'est pas une fatalité. On n'a pas toujours connu, moi j'ai l'âge d'avoir connu une autre époque où effectivement on passait son temps en réunion, mais on ne passait pas l'essentiel de son temps en réunion. Donc la gouvernance, elle est devenue très complexe, elle est devenue parfois incompréhensible. On était il y a 2 ans au Danemark, on a visité 2 CHU au Danemark. La gouvernance au Danemark, elle est très simple. On a vu des CHU où il y avait 10 000 agents et 1000 lits. 10 000 agents et 1000 lits, et la gouvernance, c'est un comité d'établissement, point. Et puis après, vous avez des sous-commissions. Donc moi, je crois beaucoup je tenais à le dire, parce que c'est tout sauf une fatalité. En plus, et là je rejoins ce que disait Philippe, il y a un problème de gouvernance qui est récurrent à l'hôpital, c'est que ça reste pratiquement depuis 1958, puisqu'on fête les 60 ans, ça reste une gouvernance cloisonnée. Et on a ce cloisonnement qui devient pour moi insupportable entre le médical et le non médical. D'ailleurs,
cette bizarre manière d'appeler ceux qui ne sont pas médecins des noms médicaux. Et l'hôpital, c'est quand même un drôle d'univers où il y a les instances des médecins et les instances des soignants. Il y a la commission médicale et il y a la commission des soins. Chacun a son statut, qui bien évidemment ne correspond pas. Chacun a son organisation et chacun a sa gestion du temps de travail. Et il faut tout le talent de l'ANAP et de ses experts pour élaborer des guides qui nous apprennent à harmoniser et à synchroniser. Il y a quand même eu 2 rapports de l'ANAP qui nous apprennent à synchroniser le temps médical et le temps non médical. Or, dans la réalité, au quotidien, les équipes médicales et soignantes, elles travaillent bien ensemble pour et autour du malade. Donc on a une gouvernance qui ne correspond plus du tout à la réalité professionnelle. Ça, c'est le problème du cloisonnement. Et par rapport à ça, justement, vous proposez finalement, et c'est assez intéressant, d'ouvrir et de repenser un certain nombre de ces instances. On ne va pas détailler l'ensemble des propositions que vous faites, mais il y a plusieurs instances que vous voulez un peu refonder. Il y a cette fameuse réunion des CTE et des CHSCT, qui est une vieille histoire, qui aujourd'hui vaut pour le privé, via les ordonnances. En quoi est-ce que c'est pour vous une mesure particulièrement intéressante par rapport justement à ces problématiques de cloisonnement ? Alors, le problème de la question de l'instance unique, c'est une question qui est pour moi importante. L'adresse, c'est vrai, milite pour l'instance unique depuis des années. Donc, dans l'ancien monde, déjà, on parlait de l'instance unique. Bon, depuis maintenant, les nouvelles ordonnances du Code du travail, c'est devenu une réalité dans le privé. Alors, quel est l'enjeu de l'instance unique ? Pour moi, c'est d'abord une simplification. J'étais DRH, j'étais directeur. Personne ne sait vraiment ce qui distingue aujourd'hui les compétences du CTE et du CHSCT. En plus, on a un gros problème depuis la création des CHSCT dans les hôpitaux il y a une trentaine d'années, c'est que le CHSCT est régi par le Code du travail et donc les hôpitaux relèvent des juridictions privées de la Cour de cassation pour le CHSCT. Donc on avait 30 ans avant la traduction du « en même temps » d'établissements publics qui en même temps relèvent du droit administratif et des tribunaux administratifs et du Code du travail et de la Cour de cassation. Il en résulte des situations absolument invraisemblables, confère la dernière décision de la Cour de cassation relative aux expertises du CHSCT. Vous voulez simplifier, mais vous voulez aussi ouvrir cette instance unique. Alors, je vais y venir. Juste pour rester sur les problèmes actuels des instances représentatives du personnel, on a aussi, je dirais, une inflation des droits qui ont été accordés. Alors je sais que c'est un sujet un peu sensible et que les syndicats n'aiment pas trop qu'on parle de ce sujet. Vous vous souvenez que le rapport de Nicolas Perruchot, le rapport parlementaire de 2011, a été interdit à la publication. Il a été interdit à la publication parce qu'il avait relevé qu'il y avait dans la fonction publique 22 000 instances représentatives du personnel et parce qu'il disait qu'il y avait l'équivalent de 14 000 agents qui étaient entièrement détachés sur des fonctions syndicales. Dans un hôpital aujourd'hui de 1500 agents, le CHSCT, c'est 18 membres. 9 membres titulaires, 9 membres suppléants. Chacun de ces membres a des heures de délégation. Il a droit à 240 heures par an. Donc 18 par 240, je crois qu'on arrive à 4320 heures. Rien que pour les heures de délégation. Et je ne compte pas là-dedans les heures de réunion, les temps d'inspection, etc., etc. Donc il y a cela aussi qui fait que le système devient complètement fou, à tel point, parce que j'interviens beaucoup dans les hôpitaux sur ces thématiques, il y a même des DRH qui renoncent même à vouloir comptabiliser. Donc simplification, et puis faire en sorte que l'instance unique, elle relève aussi désormais du Code de la santé publique et donc des juridictions administratives. Alors, maintenant, je vais répondre à votre question. Oui. Alors, peut-être que je vais faire sursauter Philippe, le révolutionnaire. Je pense que ça serait dommage que l'instance unique qui a été annoncée,
par le gouvernement le 19 juillet, hein, je tiens à le rappeler, donc, et qui va être mise en place dans la fonction publique, ça serait dommage qu'on se contente d'additionner le CTE et le CHSCT, de fusionner ces deux instances. Il y a le problème du cloisonnement médical et non médical dont j'ai parlé, et moi je serai partisan pour qu'à cette occasion, on introduise, alors on peut appeler collège, on peut appeler ça section médicale, car à ma connaissance, les conditions de travail, les risques psychosociaux, les TMS, ça concerne autant les médecins que les non-médecins. Et si je le dis, c'est parce que certains se souviennent ici qu'en 2013, c'était la proposition d'Édouard Couty. Quand Édouard Couty a fait le pacte de confiance, il a dit il faut qu'il y ait des médecins au CHSCT, et c'est une proposition qui a été rejetée. Les choses avancent progressivement. Les choses avancent progressivement. Donc je pense que ça serait une mesure, je pense, de bon sens et intéressante d'associer les médecins à cette instance unique qui deviendrait un peu à l'hôpital le comité d'établissement consultatif. Et puis deuxième chose, alors ceux qui me connaissent depuis quelques années ne vont pas s'étonner, j'aimerais aussi qu'on en profite pour qu'il y ait une véritable représentation des cadres. Car les années passent, les réformes passent, et le cadre est toujours le grand absent de la représentativité. On a des représentativités syndicales qui sont bien établies, mais le cadre n'est toujours pas représenté. On reviendra sur un autre point, mais je voudrais me tourner vers la troisième personne qui va déverrouiller un peu le système de l'intérieur, c'est Inès. Inès Gravé, directrice d'hôpital, je disais, auteur pour le groupe des 26 de cette contribution stimulante, vivifiante, qui s'appelle « Investir dans les talents, l'innovation managériale sur le terrain ». Et vous y proposez plein de pistes d'action justement pour libérer les énergies, pour donner de l'autonomie, la fameuse autonomie. Et j'en cite juste quelques-unes, hein, mise en place de parcours pour les forts potentiels, développer des nouveaux modèles managériaux, des programmes hors les portes pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, pourquoi pas dans l'entreprise ou dans d'autres secteurs que l'hôpital. On ne va pas tous les détailler, mais en quoi cette approche pour vous, elle est essentielle pour moderniser l'hôpital et elle suppose de penser autrement, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est-à-dire la gouvernance interne des établissements. Oui, cette contribution, elle est basée en effet sur les talents et sur la promotion de l'innovation managériale, non pas par gentil optimisme, mais pour contrecarrer peut-être un préjugé selon lequel parler de politique des talents et d'innovation managériale, ce serait un peu la cerise sur le gâteau pour ceux qui ont le temps, l'argent de s'y intéresser. Et non, à l'inverse, c'est plutôt le fait de dire, alors même que la contrainte se fait de plus en plus forte et qu'on nous demande de mieux faire avec moins, c'est justement pour ça qu'il faut valoriser la ressource première des établissements, c'est-à-dire les professionnels qui travaillent dans les murs de l'hôpital. Et donc, et leur offrir autre chose que la réponse de la contrainte. Et pas seulement de la contrainte financière, qui certes est forte, mais la contrainte également du culturel, la contrainte de c'est pas possible, on n'a jamais fait comme ça, c'est trop compliqué, ça va jamais marcher. Et ça, il faut pas le sous-estimer, c'est aussi une autocensure qu'on alimente tous involontairement, tant la verticalité du système est forte. Et donc, cette contribution sur les talents et sur l'innovation managériale, elle part d'un constat. Pourquoi l'innovation managériale ? Parce qu'aujourd'hui, on se range tous derrière un leitmotiv de la transformation du système. Il faut absolument transformer le système, le transformer comment ? En le décloisonnant. Pour que ça décloisonne, il faut que les acteurs aient un intérêt à se parler à tous les niveaux, au niveau hospitalier, mais ville-hôpital, sanitaire, médico-social. On peut décliner dans tous les champs cette ambition de décloisonnement pour trouver des leviers d'intéressement. On fait le tour de tout ce qui a pu être proposé, donc des intéressements financiers d'abord, c'est ça qui émerge le plus dans la discussion et qui interpelle, hein, c'est-à-dire que pour avoir un intérêt à travailler ensemble, il faut d'abord parler argent, ensuite l'intéressement avec des mécanismes juridiques, donc évidemment une multiplication des dispositifs qui permettraient le décloisonnement, et avec aussi un certain essoufflement ou questionnement, est-ce qu'il existe une réforme parfaite qui promeuvra l'outil parfait, le GHT, les CPTS, les PTA, et je m'arrête là dans les sigles, mais tous ceux qui peuvent s'y intéresser savent que ça va très très loin dans les dispositifs de coopé et de coordination. Et donc ça, pareillement l'article 51, un droit à expérimenter, à trouver une marge de manœuvre, tous les leviers SI et autres leviers techniques. Et dans la discussion, on peut
s'étonner, je ne vais pas dire de l'absence, mais en tout cas de l'inégalité de la réflexion sur un levier numéro un, et qui en tout cas je pense autour de la table est priorisé, qui est le facteur humain, le facteur managérial. C'est-à-dire que les organisations ont en leur cœur le facteur humain et elles ne se transforment que si réellement les personnes concernées s'emparent de la réforme. Et ça, malgré tous les dispositifs financiers et techniques qu'on pourra mettre en place, si on passe à côté de l'humain et du managérial, on est passé à côté du sujet. Et donc managérial, pas seulement le management des hommes et des projets, mais le management pensé par les managers, certes, mais aussi par les managers. Et ça, c'est une des lacunes aussi qui peut être un biais facile aujourd'hui, c'est de laisser tomber les managers qui sont partie prenante. C'est très important parce que ça, et d'un mot, il y a notamment ce programme hospitalier, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui veut favoriser l'innovation managériale au sein des établissements en créant des communautés d'innovateurs un petit peu. Et c'est vraiment ça l'idée d'Hospitalan, c'est de s'adresser aux managers autant qu'aux managers. Donc de ne pas être dans un système de dispositifs descendants où on fait couler un peu en fonction de toute la gouvernance existante et où finalement on demande à ceux qui sont les plus exposés de prendre des initiatives, souvent les managers ou les cadres, et du coup de s'exposer encore plus, et du coup ils ne le font pas. Là on dit on veut créer des communautés de managers et de managers et que tout le monde invente ensemble, vous allez faire des hackathons dans ce cadre-là. Est-ce que c'est ça l'idée demain, c'est finalement de créer des dispositifs qui soient véritablement transversaux et qui ne viennent pas forcément des instances ? Oui, au-delà du programme Hospitalan, parce que je pense que Sophie Martinon en parlera plus précisément, puisque c'est un dispositif coporté ANAP des GES. Mais en effet, une fois qu'on a dit qu'il fallait promouvoir des dispositifs managériaux plus horizontaux, plus décloisonnés, c'est bien de le dire, mais comment commencer ? Et l'important, je pense, et c'est aussi là-dessus que Hospitalan veut mettre l'accent, c'est sur la méthode. C'est-à-dire que ça ne servira à rien qu'on proclame dans une circulaire ou dans un projet social d'établissement qu'il vaut mieux être collaboratif et co-construire qu'être despotique et antipathique et harcelant. Ça, c'est sûr, une fois que c'est dit, c'est mieux, mais ça ne fait pas avancer la réalité concrète. Et de passer d'un modèle où on est toujours à la recherche de la réforme ou du système le plus sophistiqué, le plus fin, le plus élaboré, qui arrive à embrasser le mieux la complexité du terrain et répondre aux attentes, passer de ça et donc de modèles un peu plaqués, un peu industriels, homogènes, qui répondraient au même moment, partout au même endroit aux problématiques, plutôt passer dans une autre méthode, qui est la méthode aussi anglo-saxonne, qui est basée sur l'expérimentation à petite échelle, s'autoriser le droit à l'erreur. On est dans un système où, avant toute initiative, on évalue très précisément les bénéfices et les risques, et on achoppe beaucoup sur cette peur de l'échec et ce droit à l'erreur. Donc Hospitalan et d'autres initiatives en ce moment insiste d'abord sur ces principes-là, de mettre les professionnels au centre dans la co-conception. On ne croit pas à l'innovation innée, telle la foudre frappant le sol, parce que je pense qu'on a tous fait l'expérience sur le terrain qu'il ne suffit pas de donner la parole aux professionnels pour avoir des idées miraculeuses instantanément. Et c'est là où il y a une responsabilité, je pense, à la fois des régulateurs et des managers, de favoriser un écosystème favorable, c'est-à-dire avoir un écosystème qui favorise le fait que la co-construction réponde aux attentes et soit porteuse d'idées à forte plus-value, et donc derrière de solutions concrètes, et donc de pouvoir mettre les professionnels au centre, favoriser le faire, et même à petite échelle, mais reprendre prise sur le travail, c'est quelque chose qui bouleverse beaucoup les professionnels, c'est cette perte de prise sur le travail et le sentiment d'être corseté dans un rideau de contraintes et donc ne plus avoir d'autonomie au travail, de pouvoir proposer, de pouvoir tester. Et ce qui est intéressant, et je voudrais me tourner maintenant vers les deux derniers intervenants de cette table ronde, qui sont les partenaires institutionnels, qui ne sont pas ceux qui vont changer la gouvernance de l'intérieur, mais qui vont accompagner ce changement de l'endroit où ils se situent l'un et l'autre. L'ANAP d'abord, avec vous, Sophie Martinon. Et ce qui est intéressant par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, et ce que dit Inès, c'est que ça rejoint là aussi un petit peu les approches que vous essayez de porter depuis que vous êtes arrivé à la direction de l'ANAP, c'est-à-dire de faire en sorte que l'ANAP accompagne différemment, plus efficacement évidemment les établissements. C'est la mission de cette structure, avec deux grands axes clés. Si je les résume de manière un peu simple, on veut agir plus sur les organisations, on veut agir plus sur les hommes. Et donc moins sur les instances et moins sur des gouvernances un peu à la traditionnelle, ce qu'on dit plus tout à l'heure. En quoi c'est essentiel ? Et comment ça se manifeste concrètement, cette volonté d'être plus sur le changement de l'organisation et le changement par les hommes ? Écoute, effectivement, moi je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, puisque finalement, au regard des différentes interventions, d'abord ça fait écho à énormément de choses qu'on promeut et qu'on pousse aujourd'hui. Je voudrais
revenir sur le fait que si on se retourne effectivement sur les 10-15 dernières années, on voit qu'il y a des changements massifs dans le système de santé et que finalement, les professionnels de la santé, alors entendu au sens large, hein, en incluant le médico-social, ont aussi une capacité à porter ces changements, à les porter et de manière très forte. Alors peut-être qu'on ne va pas assez loin, peut-être qu'à l'échelle du système, il y a des choses à faire, mais pour moi, il y a aussi une envie et finalement une transformation de la culture qui était une culture peut-être plus gestionnaire il y a quelques années, à une culture du pilotage de la transformation et de comment on y va aussi de manière collective. Et ça, je trouve que c'est une dimension qui est extrêmement intéressante. Le deuxième élément, c'est qu'il ne faut effectivement pas sous-estimer l'impact de changements peut-être à petite échelle ou qu'on pourrait avoir tendance à qualifier de sujets d'intendance. Je suis particulièrement heureuse que Jean-Marie Barbeau ait évoqué la question de la synchronisation des temps médicaux et paramédicaux, qui est vraiment pour moi un sujet qui est crucial, qui permet d'une part de se dire comment est-ce qu'on s'organise autour du patient, donc de remettre le patient au premier plan et de se dire collectivement comment est-ce qu'on fait pour éviter d'attendre, que le patient attende, mais aussi que chacun des professionnels attende. Et ça, c'est des changements qui sont possibles à une échelle finalement du service, de l'équipe, etc., et qui produisent des effets qui sont très substantiels. Je veux dire, à la fois dans la qualité du service rendu, dans la qualité des soins, mais aussi dans la qualité de vie au travail. Et finalement, je trouve que c'est des projets ou des thématiques qui permettent de redéfinir une organisation, un cadre finalement dans lequel chacun peut s'inscrire et qui du coup est partagé et construit aussi collectivement et qui du coup redonne de la liberté dans le champ d'action. Et l'autre aspect qui est fort chez vous, et qui est dans Hospitalant, qui est aussi dans tout ce que vous faites autour du numérique, c'est de créer des communautés, en fait, des communautés d'acteurs. Donc une nouvelle géographie de l'excellence. Hospitalant, il y a à peu près 100 personnes aujourd'hui qui sont à tous les étages dans plein d'établissements, qui se retrouvent et qui phosphorent ensemble sur l'innovation managériale. Le numérique, vous avez des ambassadeurs du numérique qui se mettent en lien les uns avec les autres. Donc on est dans des gouvernances qui sont complètement transversales et horizontalisées. Est-ce que c'est finalement la dynamique de l'innovation et de l'excellence demain dans les établissements? Et comment est-ce qu'on vous faites pour justement accompagner cette approche de communautaire? Alors finalement, la question qu'on s'est posée, nous, très simplement, c'est la nappe, finalement, à l'échelle du système de santé et des 2 millions de professionnels qui le composent, c'est tout petit. Et donc, comment on fait pour apporter un appui, un accompagnement, pas à quelques personnes, mais à la plus grande partie des personnes. Et le deuxième élément de réflexion, c'est que dans le champ de la santé, finalement, la connaissance, l'information, c'est un actif qui est extrêmement important, que ce soit bien sûr dans l'exercice de la médecine, mais aussi dans la mise en œuvre de pratiques qui sont parfois peu codifiées, peu connues, et donc comment est-ce qu'on peut les diffuser. Et à partir de là, on s'est rendu compte que finalement, ce qui était extrêmement utile et intéressant et qui avait un écho direct chez les professionnels, c'est de se dire comment est-ce qu'on développe des relations horizontales, comment est-ce qu'on crée des communautés de professionnels, des collectifs de professionnels qui, du coup, vont trouver ensemble des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent chacun dans leur établissement, vont pouvoir ensuite les tester et les partager. Et c'est vrai que c'est la dynamique d'Hospitalant, complètement, auquel on porte cette initiative-là avec le ministère et avec le HESP. Mais c'est aussi ce qu'on a testé au cours des dernières années dans le champ du numérique, avec l'idée d'avoir un réseau de professionnels qui est structuré avec des experts. Alors des experts, en fait, pour nous, ça ne veut pas du tout dire des experts théoriques, ça veut dire des personnes expérimentées qui ont mené des projets d'informatisation. Des makers, comme on dit. Exactement, des gens qui ont fait. Dans un deuxième niveau, c'est alors ce qu'on a appelé les ambassadeurs HNUM, mais depuis 2016, on a étendu ce réseau-là à la ville, au médico-social, pour ne pas rester juste sur le champ de l'hôpital. Et ce deuxième cercle, il a plutôt une vocation de diffusion et d'appropriation. Derrière, c'est l'idée que qu'est-ce qui est plus convaincant qu'un autre professionnel ? Et donc, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour que la mise en mouvement, elle se fasse entre pairs ? C'est-à-dire, je pense que c'est beaucoup plus efficace qu'un directeur d'hôpital aille voir un autre directeur d'hôpital en lui disant, mais tu sais, moi, mes équipes, elles ont mis en place ça, ceci, comme ça, tu verras, au début, ça a un petit peu pris du temps, bon, finalement, ça a marché, plutôt que si c'est moi qui viens vous dire, oh là là, vous devriez faire ça. Et donc, ça, pour moi, c'est crucial et c'est aussi une façon de s'appuyer sur les forces du système. Et donc, aujourd'hui, on a ce réseau dans le champ du numérique qui
a un certain nombre de résultats, qui met à disposition des connaissances, qui permet aussi la montée en compétences des membres, qui permet le partage de bonnes pratiques, qui permet d'innover ensemble. Il y a des groupes d'entraide thématiques sur des sujets extrêmement concrets. Je pense par exemple à comment je mets en place la prescription informatisée à l'hôpital, des tas de sujets sur le DPI, des choses pratico-pratiques. Ouais, et qui vous conduisent, vous aussi, Anna, à réfléchir à votre expertise d'animation. Vous travaillez avec l'ex-SGMAP là-dessus. Je voudrais qu'on aille voir rapidement l'autre acteur institutionnel qui accompagne, l'ARS, ces ARS. Un tout petit mot très rapidement avant. Ça bouge tout de même dans le monde de l'hôpital. Vous êtes ancienne directrice d'hôpital, vous êtes passée du côté de l'ARS. Vous n'avez pas des regrets? Vous n'avez pas envie de revenir à la maison? Pour moi, c'est très stimulant de passer justement dans des mondes connexes. Il y a des recoupements, mais c'est assez différent aussi comme logique d'action et d'intervention. Et donc c'est stimulant pour sa pratique personnelle. C'est aussi un apport, je pense, pour les structures dans lesquelles on exerce. Et je crois quand même que ce qui nous rejoint dans l'exercice, qu'on soit en agence régionale ou à la direction d'un hôpital, c'est justement cet enjeu managérial qui est clé. C'est-à-dire que l'agence régionale, on la présente comme ayant bien sûr une mission d'autorité, de contrôle, de cadrage, mais on a aussi beaucoup de travail à faire, et on le voit avec les interventions depuis le début de la matinée, sur l'absorption des concepts au niveau d'une politique nationale, la digestion, l'animation et le lien. C'est-à-dire que je crois que les directeurs d'hôpital, comme au sein d'une agence régionale, les cadres d'une agence, ils deviennent, ils doivent être des super connecteurs. C'est-à-dire qu'on doit connecter, et d'ailleurs Anne-Marie Broca le présente très bien, c'est-à-dire appeler les communautés de professionnels à se coordonner, c'est cela. Et donc c'est avant tout, au-delà des outils, et je crois qu'on y voit assez clair tous à présent sur nos sujets, c'est-à-dire qu'on est prêt, depuis le début de la matinée on l'entend, on est prêt sans doute à entrer collectivement dans une même réalité. Ça c'est assez satisfaisant. Maintenant ce qu'il nous faut c'est le faire. Et donc là, l'agence régionale, elle a ce défi aussi managérial, c'est-à-dire que nous-mêmes, d'ailleurs, au niveau de l'agence, on vit des transformations, l'hôpital en vit. Les agences régionales, pour beaucoup, ont dû intégrer une réforme des grandes régions, donc se regrouper entre agences. Là aussi, c'était à la fois des contraintes de temps, des contraintes de culture, mais aussi un grand moment pour repenser la façon de faire, c'est-à-dire la position utile d'une agence. Et c'est là qu'on rejoint quand même, in fine, et ce qu'on a tous souligné ce matin, c'est-à-dire si on met le cap vers le service rendu, je crois qu'on s'y accorde, maintenant il va falloir au niveau régional et surtout au niveau des territoires de santé, pouvoir le faire pour de vrai. Je voudrais juste qu'on prenne un petit exemple, et ça rejoint ce qui est dit dans beaucoup de ces rapports sur le rôle de l'ARS, qui est un rôle aussi, vous l'avez dit, de connexion et de conciliation de ces acteurs au niveau territorial. On le voit aujourd'hui, il y a une problématique, c'est qu'il y a les GHT qui arrivent avec leur projet médical partagé, il y a le PRS qui arrive à côté, et puis on se dit, on veut tous travailler ensemble, mais on est en train de chacun de développer un peu notre plan de bataille. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes dit, en effet, arrêtons les millefeuilles d'instances de conciliation, arrêtons la multiplication des plans et essayons de mettre en musique, de mettre de la mélodie dans tout ça. Et vous travaillez au sein de l'ARS Normandie à justement faire un peu la revue des PMP, des projets médicaux partagés, pour essayer de trouver un accord et de faire en sorte que l'ARS soit véritablement non pas le contrôleur, mais plus le conciliateur, le facilitateur et l'arbitre. C'est une assez belle histoire. Est-ce que vous nous en dire deux mots et la manière dont ça fonctionne avec les établissements sur place? Alors, on commence à initier ce mouvement-là. Et de toute façon, de fait, je pense qu'on y est tous conduits, vu les outils qui s'offrent à nous, mais la réalité immédiate qui est d'assurer des besoins de santé qui se transforment aussi. Moi, c'est ce que je touche du doigt d'ailleurs en travaillant au niveau régional, c'est au-delà des soins et de la technique, c'est effectivement tout le champ des besoins de santé à couvrir. Et on parlait du handicap tout à l'heure, mais quand vous faites l'expérience, par exemple, dans la Manche, là, on pousse les feux sur le territoire 100% inclusif, c'est-à-dire pour le monde du handicap, et c'est un exemple très intéressant. Là, il nous faut connecter
chacun a une vision assez claire, c'est-à-dire l'inclusion des personnes handicapées dans leur quotidien. C'est-à-dire que le handicap ne devienne plus un facteur limitant et donc favoriser le maintien, mais je crois qu'on y tente tous pour chacun des patients ou des usagers, le maintien à domicile, le maintien dans le quotidien de vie en tous les cas. Le dire, c'est très bien. Ensuite, connecter les acteurs de l'académie, de l'inspection de l'éducation nationale, le rectorat, les conseils départementaux, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, le monde associatif, donc une myriade de codes. Et ça, par contre, je crois, et je viendrai après au PMP et aux connexions avec le territoire et les acteurs de ville, et je crois que là, ce n'est pas en voulant refaire encore une nouvelle représentation. C'est surtout en arrivant dans le réel, le concret et le maintenant, même si c'est sur 3 cm², qu'est-ce qu'on fait pour de vrai? Et c'est là que, parce que l'agence a aussi le souci, puisqu'on arrive bardé de réglementations, de cadrages nationaux, donc déclinaisons régionales, on a aussi beaucoup le souci de ne pas brider les initiatives locales. Et c'est là tout, d'ailleurs au plan managérial, c'est très motivant, c'est-à-dire le sujet de maintenir un cadrage parce qu'il y a la garantie d'égalité d'accès à la santé, aux services de santé et de qualité et de sécurité des prises en charge, mais aussi ne pas freiner des initiatives locales qui marcheraient peut-être même sans qu'on y ait pensé et pouvoir éventuellement penser le déploiement, ce que fait la NAP au niveau national, c'est-à-dire se dire, là, on peut laisser peut-être une initiative locale qui fonctionne, alors on va être dans du dérogatoire, mais si on peut l'assumer avec un peu de FIR et ajuster à un moment donné le sujet de la sécurisation des pratiques professionnelles, alors on y va. Et pour le sujet plus macro, en tous les cas, là je prenais des exemples territoriaux, on peut penser notamment au pôle de santé et à l'exercice coordonné des professionnels de ville, où les infirmiers vont sans doute intervenir à un moment donné à la place des premiers actes des médecins. Ça, c'est des sujets qu'il nous faut travailler. Et il faut qu'on le favorise, puisque, par exemple, en Normandie, il y a un pôle comme ça où les pratiques commencent à émerger avec de la télémédecine au milieu. C'est quelque chose on n'aurait pas imaginé le laisser faire, peut-être dans un cadrage régional. Par contre, vu qu'il existe et qu'il semble sécure, on va l'accompagner pour pouvoir éventuellement en tirer profit. Et sur les connexions, j'ai acheté juste... En une minute. Ouais, j'ai acheté PRS et puis après, et Anne-Marie Broca le disait, l'outil CPTS et puis les comités territoriaux de santé. Donc là, par exemple, je dis quatre acronymes, on est déjà dans de la très grosse connexion. Je crois que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est-à-dire faire la revue, par exemple, aller dans les comités stratégiques de rentrée des GHT, c'est surtout se dire, essayer d'identifier, alors il y a des sujets importants de trajectoire financière, de recomposition de l'offre, mais il y a surtout identifier peut-être sur un parcours de soins une proposition robuste du GHT. Et c'est sur ça qu'on va pouvoir construire. Et ensuite, sur les CPTS, donc les communautés professionnelles sur les territoires, c'est un concept dont on ne sait pas, c'est très intéressant de voir comment ça vit en fait, parce que c'est un concept que le niveau national a voulu justement mettre à disposition des acteurs en n'essayant pas de réguler. Voyez, c'est-à-dire on a écrit les textes nationaux. C'est un territoire ouvert. Mais même en laissant les acteurs s'organiser entre eux. Et par contre, le niveau régional a essayé de relayer. Simplement, il n'y a pas eu d'animation peut-être suffisante à ce stade et le modèle est assez nouveau. Et c'est là qu'on voit que le niveau régional a sa place, c'est-à-dire dans la digestion, dans l'animation et dans l'accompagnement de ces outils qui sont très puissants. Et la CPTS, là, il est essentiel, et ça je crois fortement en tant que directrice d'hôpital, d'y connecter les hôpitaux systématiquement. Parce que l'hôpital a quelque chose de très fort, de très puissant, c'est la compétence, les compétences qui s'y exercent. Donc là, il faudra veiller, nous, agence, c'est ce qu'on a vraiment en priorité. Il y a les GHT, bien sûr, il y a le projet régional de santé qui doit connecter tout ça, mais sur les sujets de coordination pour le parcours de santé d'un patient, c'est essentiel d'arrimer les professionnels libéraux et d'établissements
dans ces outils de coordination très territoriale. Ce qui est présenté. Les pistes sont nombreuses. On a pris du retard. Hein, j'en suis désolé. Les estomacs se creusent. Je me tourne vers. Est-ce qu'on a le temps pour 2-3 questions ou c'est du fait des deux? On a le temps pour 2 questions, me dit-on, dans la salle à nos intervenants. J'en suis désolé, hein, mais les propos étaient riches. Est-ce qu'il y a des... Oui, monsieur. Bonjour, ce n'est pas une question, mais une remarque. On constate que l'hôpital public, depuis des années, est devenu le terrain de jeu des expérimentations diverses et de toutes les obligations. Et vous avez eu raison, monsieur, de souligner le nombre d'instances dans les hôpitaux. On n'en est pas responsable. Et il n'y a pas un jour où un décret sort, ou une circulaire sort qui contredit le décret. Et j'étais en train de me demander si une autre structure ou une entreprise privée pourrait survivre à toutes les obligations que l'on impose à l'hôpital public. Remarque, bonne remarque. Autre question, commentaire à nos intervenants et à leur vision et propositions. Jérémy ? Micro. Merci. Oui, bon, je me retrouve naturellement dans beaucoup de propos qui ont été les vôtres pour les raisons qui ont été rappelées. Une question toute simple, peut-être à chacune et chacun d'entre vous. On parle de déverrouiller le système. Il y a quand même beaucoup de convergence. Comment on parle de ça aux praticiens hospitaliers qui est sur le terrain, aux soignants qui est sur le terrain et au directeur adjoint qui est sur le terrain, d'après vous? Parce que cette logique de connexion, moi, me plaît beaucoup. Mais comment on se connecte de manière un petit peu globale et au plus près de ces professionnels de terrain vers lesquels on a de plus en plus de mal à exprimer les choses, auprès desquels on a de plus en plus de mal à apporter du sens? C'est normal, le système est instable. Alors comment on fait d'après vous? Qui souhaite... Oui, Philippe. Je n'ai pas forcément la solution, mais je pense qu'on a un sujet majeur à faire. C'est de comprendre bien la sociologie et les points de référence des uns et des autres. Regardez, il y a un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui a montré que les références des infirmières et des docteurs, quand on regarde rien que sur la sémantique, c'est très opposé. Et je pense qu'on a un problème. On parle d'équipe. Est-ce que vous avez demandé à des internes ce qu'ils pensent des infirmières ou aux infirmières ce qu'ils pensent des internes? C'est l'enfer. Et donc, on a un sujet. Pour pouvoir arriver à faire une transformation, il faut certes remettre le malade, le sens, etc. Je pense qu'on a un vrai travail au sein des équipes pour qu'on réapprenne à se connaître, à se respecter, à partager réellement. Or, ce travail, il est peu fait. On se torque dans cette notion des équipes médicales. Je pense qu'il y a beaucoup de pipeaux, et je ne la fais pas chirurgicale. Je pense que la situation et les tensions qu'il y a entre les professionnels est beaucoup plus importante qu'on ne le dit. Et je pense qu'on a un travail à faire de mettre à plat, au niveau des équipes qui veulent avancer, de mettre à plat pour à un moment donné se poser, se connaître. Et je reprends ce problème de sémantique. J'ai été frappé dans cet article sur le fait qu'on utilise les mots, n'ont pas les mêmes valeurs et n'ont pas les mêmes sens. Ce travail-là, il est indispensable à faire si on veut se reconstruire de façon efficace. Elsa, oui. Et Anne-Marie. Anne-Marie, oui. Allez, Anne-Marie. Oui, je suis très heureuse de vous entendre dire cela, parce que ça a été vraiment dit de manière très forte au sein des travaux du HCAM. Vous m'avez interrogé sur des questions de pilotage, d'organisation. Dans la contribution produite, la dimension des ressources humaines est traitée de manière assez centrale. Nous allons continuer d'y travailler. Je voudrais reprendre la formule d'un membre d'un groupe de travail qui disait on est capable de coopérer avec d'autres, de travailler avec d'autres, dès lors qu'on est sûr de son identité et de son rôle. Et je crois très juste de dire que finalement, aujourd'hui, une part de la défiance, des antagonismes qui existent sont nourris des incertitudes de différents professionnels sur leur rôle et leur mission. Et donc nous appelons de nos voeux, et je pense qu'il y aura, nous allons travailler pour notre part, mais ce n'est pas à nous seuls de travailler sur le sujet, nous appelons de nos voeux une réflexion sur la définition des rôles des uns et des autres. Pour terminer d'un mot,
je me souviens, et c'est encore présent aujourd'hui, de tous les débats autour de la coordination. Tout le monde veut coordonner. Tout le monde veut faire un diagnostic. Je crois qu'on a déjà évolué, puisqu'on a reconnu l'existence du diagnostic infirmier paramédical. Je pense qu'il faut continuer dans une clarification, mais qui est un grand chantier, je pense. Oui, un mot, Elsa voulait dire un mot là-dessus. Puis après, on va prendre le temps de déjeuner. Élise. Élise, oui. Je crois qu'il y a... C'est le sujet, enfin je rejoins le sujet du faire et Inès Gravé le pointait, c'est-à-dire à partir du moment où on voit tous, on est pris dans ça, puisqu'en tant que manager on le fait, c'est-à-dire entre la représentation, les définitions et l'action. Et je crois qu'on l'a tous perçu dans nos exercices respectifs, à partir du moment où on fait un projet, on dit ok là-dessus, c'est robuste en termes cliniques, c'est robuste en termes d'exercice professionnel, on y va. Et là, les représentations tombent un peu. Et c'est vrai que favoriser, alors après, à l'échelle plus macro, au-delà d'un service, d'une équipe, c'est difficile. Mais au niveau régional et national, je pense qu'on doit garder ce cap-là, c'est-à-dire le service rendu et surtout la vitalité des projets micro dont on peut s'inspirer. Et c'est assez puissant, le fait de mettre tout le monde autour d'un même projet. On le voit bien, et on se le dit tous rétrospectivement. Ah bah là, tout le monde était d'accord parce que c'était clair, parce que ça avait du sens. Et donc, moi, je dirais que on pourrait repartir dans la définition des rôles des uns et des autres, mais je crois avant tout au fait de, maintenant qu'on a quand même beaucoup d'outils et d'incitation à se coordonner, on peut tenter de faire, quitte à ce que disait Inès Gravé, quitte à se tromper. Hein. Et ça rejoint, tout ce que vous dites là rejoint exactement ce que disait Laura Lange. Hein. Elle parlait de représentation et de s'en délivrer. Et les mots MOT et les mots MAUX, tant qu'on ne sait pas bien faire la différence, on a du mal à parler à l'autre. Merci en tous les cas beaucoup à vous. Merci, on peut les applaudir pour leurs ouvertures, leurs pistes, leurs réflexions, leurs visions sur un monde meilleur de l'hôpital, un monde déverrouiller de la gouvernance. On va prendre le temps d'un déjeuner et on revient après parler de qualité de vie au travail et parler d'innovation. Merci à vous.